Je suis Peyton Sullivan. Je viens d'enterrer ma grand-mère, Margaret Ellis. Elle avait 78 ans et nous lui avons dit au revoir aujourd'hui dans un petit cimetière de la banlieue de Seattle. À l'enterrement, alors que les gens quittaient la tombe, son avocat, Henry Caldwell, m'a pris à part. Il n'a pas dit grand-chose au début. Il s'est juste approché et a chuchoté « Ta grand-mère n'est pas morte naturellement, Peyton. Et si tu veux connaître la vérité, viens dans mon bureau quand tout le monde sera parti. Mais quoi que tu fasses, ne le dis pas à tes parents ni à ton frère. Tu pourrais être en danger. » Il n'a pas attendu que je réponde. Il est parti, me laissant là, le cœur battant. Je ne savais pas quoi penser, mais quelque chose dans sa voix m'a poussé à le suivre. J'ai attendu que la dernière voiture quitte le cimetière, puis j'ai foncé jusqu'à son bureau. Lorsque je suis arrivé, le bâtiment était sombre, à l'exception d'une lumière dans le hall d'entrée. Et là, dans l'ombre, près de la porte, se tenait un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait des yeux qui semblaient avoir vu trop de choses, et il m'attendait. Je me suis figé. Je ne savais pas qui il était, mais je savais que tout allait changer. Avez-vous déjà ressenti ce moment où vous avez réalisé que les personnes les plus proches de vous pourraient cacher quelque chose de terrible? Laissez-moi un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Et si vous avez déjà eu cette intuition au sujet d'une famille, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, vous ne voudrez pas manquer la suite. Une fois la cérémonie funéraire terminée, je me suis attardé près de la rangée de voitures en faisant semblant d'ajuster mon manteau tout en observant papa et Laura. Ils se tenaient un peu à l'écart des autres, près du monticule de terre fraîche. Je ne pouvais pas tout entendre. Mais leur voix portait juste assez dans l'air humide. Laura a dit quelque chose de bas et d'urgent. Si elle est partie au bon moment, et papa a répondu en marmonnant, les papiers doivent être faits avant que quelqu'un ne commence à poser des questions. Ces mots m'ont frappé comme un vent froid. Je n'ai pas compris le reste, ils se sont détournés quand ils m'ont vu regarder, mais ce fragment est resté dans ma tête. J'ai eu l'impression d'assister à une conversation qui ne m'était pas destinée. J'ai pensé aux petites choses que grand-mère avait faites au cours des derniers mois. Elle gardait des papiers importants dans un tiroir qu'elle n'avait jamais fermé auparavant. Elle a changé la serrure de la porte de sa chambre une fois en disant que c'était juste au cas où, mais elle n'a jamais expliqué ce qu'elle voulait dire. J'avais mis cela sur le compte de la vieillesse, mais maintenant ces moments me paraissaient plus lourds. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, dans la banlieue tranquille de Seattle, papa m'a fait entrer dans le salon. Et la pièce sentait encore le ragoût que les voisins avaient apporté. Il a posé une épaisse pile de documents sur la table basse et s'est assis en face de moi. Il s'agit d'une procuration en matière de soins de santé et d'une procuration financière, a-t-il dit. C'est pour que nous puissions prendre les choses en main si jamais tu as besoin d'aide. Grand-mère aurait voulu cela. Laura se tenait à côté de lui, les bras croisés, le sourire doux. Elle disait toujours qu'il fallait s'assurer que tu sois protégé, Peyton. Il suffit de signer là où se trouvent les onglets. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai pris la première page. Le texte était dense, plein de termes juridiques. Il y avait une clause sur la prise de décision au nom d'autrui si j'étais jugé incapable de gérer mes affaires. Il n'y était pas question d'aveu, mais la formulation semblait glissante. Comme si elle pouvait signifier plus que ce qu'il laissait entendre. J'ai demandé ce qu'elle couvrait exactement. Mon père l'a balayé du revers de la main. C'est juste de la routine. Tu n'as pas besoin de lire chaque ligne. Nous sommes une famille. J'ai senti les yeux de Laura sur moi pendant tout ce temps. Son regard n'était pas chaleureux, il était attentif, comme si elle mesurait mes soupçons. J'ai posé les papiers et me suis frotté les yeux. Je suis épuisé par cette journée. On peut faire ça demain? J'ai besoin de me reposer. Papa a acquiescé, mais le sourire de Laura s'est crispé. Bien sûr, ma chérie. Prends ton temps. Elle m'a touché l'épaule en quittant la pièce et ses doigts m'ont paru froids. J'y suis montée dans mon ancienne chambre. Celle que grand-mère gardait prête pour moi chaque fois que je lui rendais visite. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé le mur où elle avait l'habitude d'accrocher mes dessins d'enfants. Mon esprit ne cessait de repasser les mots prononcés au cimetière. Et si elle était partie au bon moment, cela ne ressemblait pas à du chagrin. Cela ressemblait plutôt à un calcul. J'ai repensé aux dernières semaines de grand-mère. Elle était fatiguée, se plaignait que son cœur s'emballait la nuit. Elle ne buvait plus son thé du matin aussi souvent,
disant qu'il n'avait pas bon goût. Je lui avais rendu visite une semaine avant son décès et elle m'avait prise à part dans la cuisine. Si quelque chose m'arrive, Peyton, promets-moi de prendre soin de toi. Ne les laisse pas te presser. Elle n'a jamais dit qui ils étaient, mais maintenant je me le demande. En bas, j'ai entendu papa et Laura parler à voix basse. La maison était trop silencieuse. Comme si elle retenait son souffle. J'ai fermé la porte de ma chambre à clé, ce que je n'avais jamais fait auparavant, et je me suis allongée. Mais le sommeil n'est pas venu. A eu lieu de cela, je n'arrêtais pas de penser aux papiers posés sur la table. Je savais que je ne pouvais pas les signer sans comprendre ce qu'ils signifiaient vraiment. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Papa était déjà dans la cuisine en train de faire du café. Laura était là aussi et me servait une tasse. Elle me l'a tendue en souriant. Tu dois être fatiguée. Bois ça t'aidera. J'ai pris la tasse, mais je n'ai pas bu. Je l'ai posée sur le comptoir et j'ai dit que j'avais une course à faire. Papa m'a demandé quel genre de course. Je lui ai dit que je voulais aller voir la maison de grand-mère, m'assurer que tout allait bien. Il a hésité, puis a acquiescé. Laura m'a regardé partir. Et j'ai senti ses yeux sur mon dos pendant tout le trajet jusqu'à la porte. J'ai conduit jusqu'à la maison de grand-mère, la petite maison dans laquelle elle avait vécu pendant 40 ans. Elle était vide maintenant, les meubles toujours en place, l'air vicié. J'ai parcouru les pièces en touchant les choses qu'elle avait aimées, la théière sur la cuisinière, les albums de photos sur l'étagère. Dans sa chambre, j'ai trouvé le tiroir qu'elle avait l'habitude de fermer à clé. La serrure était toujours là, mais la clé se trouvait au même endroit où elle l'avait toujours cachée, sous la latte du plancher près du lit. À l'intérieur du tiroir se trouvaient des relevés bancaires, des documents d'assurance et un petit carnet. Je l'ai ouvert. Les pages étaient remplies de son écriture soignée. Elle avait écrit des dates et des notes, le thé avait de nouveau un goût amer, le cœur battait la chamade après le petit déjeuner. Laura a insisté pour le faire aujourd'hui, puis vers la fin. Je ne me sens pas en sécurité. Si je vais soudainement vérifier le thé et protéger Peyton. Mes mains tremblaient pendant que je lisais. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. Je me suis glissée hors de la maison cette nuit-là sans allumer aucune lumière. L'allée était calme et j'ai pris la vieille clé de grand-mère sur le crochet près de la porte où elle la laissait toujours. Le trajet jusqu'au bureau d'Henri Caldwell n'était pas très long, à peine 20 minutes à travers les rues désertes de la banlieue. Le bâtiment était sombre lorsque j'arrivai, mais une seule lampe brillait dans la fenêtre du hall d'entrée. Je me suis garée et j'ai marché jusqu'à la porte. Elle s'est ouverte avant que je ne frappe. Henri m'a conduit à l'intérieur sans un mot, directement dans son bureau à l'arrière. L'homme de tout à l'heure était déjà là, assis dans un des fauteuils en cuir. Henri a fermé la porte et m'a dit. Voici Marcus Reed. Votre grand-mère l'a engagé il y a quelques mois. Marcus acquiesça mais ne sourit pas. Il avait l'air de quelqu'un qui avait passé trop de nuits à attendre des réponses. Elle est venue me voir parce qu'elle s'inquiétait de quelque chose dans sa routine quotidienne, a-t-il dit. Elle buvait de la tisane tous les matins et elle a commencé à remarquer qu'elle n'avait pas le même goût. Elle ne voulait pas accuser qui que ce soit et m'a demandé de vérifier discrètement. Elle avait peur de briser la famille si elle se trompait. Il ouvre un dossier sur le bureau et fait glisser un rapport vers moi. Il s'agissait d'un résumé de laboratoire provenant d'un service d'analyse privé. Et la page énumère les composés de l'échantillon qu'elle a envoyé. La plupart étaient des herbes normales, mais il y avait une ligne surlignée, substance non identifiée détectée ne correspondant pas à la composition standard d'une herbe. Analyse supplémentaire recommandée. Ce n'était pas une conclusion complète, rien de définitif, mais c'était suffisant pour me retourner l'estomac. Je fixe le papier. Cela ne veut encore rien dire, ai-je dit. Il se peut que ce ne soit rien. Marcus s'est penché en avant. Ta grand-mère pensait que c'était quelque chose. Elle m'a dit que si quelque chose lui arrivait soudainement, je devais te montrer ça. Elle m'a dit que tu étais le seul en qui elle avait confiance pour l'examiner. J'ai secoué la tête. Mon père l'aimait. Il ne voulait pas. Il ne pouvait pas. Henri a posé une main sur mon épaule. Elle ne l'a pas accusé directement. Elle voulait juste être sûre. C'est pourquoi elle n'a rien dit à la police. Elle ne voulait pas qu'une grande enquête déchire la famille. J'ai senti la pièce se rétrécir. J'ai repensé au cimetière, aux paroles à demi entendues de papa et de Laura. À la façon dont Laura m'avait observé toute la soirée. J'ai pensé au visage de grand-mère dans ces dernières semaines, pâle,
fatiguée, mais essayant toujours de sourire lorsque je lui rendais visite. Elle m'avait serré plus fort que d'habitude, comme si elle me disait au revoir. Marcus a refermé le dossier. Nous n'avons pas encore de preuves, mais elle voulait que vous le sachiez. Si vous décidez de creuser, je vous aiderai. Sinon, partez tout de suite. Je n'ai pas répondu tout de suite. Une partie de moi voulait rentrer chez elle et faire comme si rien de tout cela n'était réel, mais une autre partie, celle qui se souvenait des avertissements silencieux de grand-mère, savait que je ne pouvais pas. J'ai regardé Marcus. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a regardé comme s'il attendait que je décide jusqu'où j'étais prête à aller. Je suis restée assise dans le bureau silencieux, la lampe projetant de longues ombres sur le bureau. Marcus attendait, patient mais sans insister. Henri se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, observant la rue à l'extérieur. La pluie avait recommencé à tomber, tapotant contre la vitre. J'ai pensé à la cuisine de grand-mère, à la façon dont elle versait le thé dans sa tasse préférée, celle dont l'anse était ébréchée. Elle disait toujours que cela portait chance. Maintenant, j'avais l'impression que tout ce qu'elle touchait était souillé. J'ai finalement pris la parole. Montre-moi l'échantillon qu'elle t'a envoyé. Marcus a fouillé dans son sac et en a sorti un petit sachet scellé. À l'intérieur se trouvait une fiole en plastique contenant quelques feuilles de thé et un résidu poudreux. Elle l'a prélevé sur son dernier lot, dit-il. Le laboratoire a trouvé l'anomalie. Mais il a besoin de plus de temps pour faire des tests complets. Elle ne voulait pas attendre. J'ai pris le sac et l'ai retourné dans mes mains. Les feuilles avaient l'air ordinaires, mais savoir d'où elles venaient me donnait la chair de poule. Elle croyait vraiment que cela lui arrivait. C'est vrai, dit Marcus. Elle a tout écrit. Les dates, les heures, ce qu'elle ressentait après chaque tasse. Elle était méthodique. C'est pourquoi elle m'a engagé pour vous protéger si elle ne le pouvait pas. Henri se racla la gorge. Elle a laissé des instructions pour toi, Peyton. Si tu les veux, elles sont dans le coffre. Mais une fois que tu les auras prises, tu ne pourras plus revenir en arrière. J'ai regardé le dossier sur le bureau. Le rapport me fixait, ses mots froids et cliniques. J'ai pensé à mon père, à la façon dont il portait les courses de ma grand-mère quand elle était fatiguée. À la façon dont il riait de ses blagues. Ce même homme pouvait-il cacher quelque chose d'aussi sombre? L'idée me rendait malade, mais le visage de Laura est revenu dans mon esprit, ses yeux attentifs, son sourire trop parfait, et ses mots au cimetière. Il ne s'agissait pas de chagrin. C'était une question de timing. J'ai repris mon souffle. Je veux voir ce qu'elle a laissé. Henri a hoché la tête et s'est dirigé vers le coffre-fort dans le coin. Il a tourné le cadran et a sorti une petite enveloppe. Mon nom était écrit au recto dans l'écriture de grand-mère. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier et une clé USB. Le papier disait, Peyton, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Fais confiance à Marcus. Il connaît la vérité. La clé contient des enregistrements et des notes. Ne les laisse pas te prendre tout ce que tu as. Je t'aime, grand-mère. J'ai serré l'enveloppe contre moi. Mes mains tremblaient. Marcus m'observait. Tu es prête pour ça? Je ne l'étais pas. Mais j'ai quand même acquiescé. Marcus m'a tendu le cahier et je l'ai ouvert avec des doigts prudents. Les pages étaient remplies de l'écriture familière de grand-mère, soignée, légèrement inclinée, comme elle le faisait pour les cartes d'anniversaire. Elle n'avait nommé personne directement. Au lieu de cela, elle avait utilisé des phrases qui n'avaient de sens que maintenant. Celle qui verse le thé n'est plus la même personne en qui j'ai confiance. Chaque tasse est porteuse d'un nouveau type de douleur. Elle a décrit les symptômes en détail. Le matin, ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir la tasse. L'après-midi, ses cheveux tombaient en touffes dans la brosse. La nuit, son cœur s'emballait comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. Elle raconte comment elle a commencé à conserver de petites quantités de feuilles de thé après chaque fournée, les cachant dans une boîte sous l'évier. Dans l'une de ses notes, on peut lire. Le goût a encore changé aujourd'hui. Amer, presque métallique. J'ai fait semblant de tout boire, mais j'en ai versé un peu dans une fiole quand personne ne regardait. Elle mentionne l'envoi d'échantillons à Marcus, lui demandant de les tester en privé. Je ne peux pas encore aller voir les autorités. La famille est fragile. Si je me trompe, je perdrai tout. Vers la fin, l'écriture se fait plus hésitante.
Ils veulent la maison et l'argent, Peyton. Ne les laisse pas te prendre aussi. Tu es la seule à pouvoir voir clair dans tout ça. Elle n'a pas dit de qui il s'agissait, mais le sens était clair. Elle a terminé par une seule phrase. Si je pars, tu me promets soudain que tu prendras soin de toi. Et Ethan? Il ne sait pas. J'ai refermé le carnet, la gorge serrée. Elle nous protégeait, ai-je dit, même quand elle était malade. Marcus a hoché la tête. Marcus a hoché la tête. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Mais elle ne voulait pas croire qu'il s'agissait d'un proche. C'est pour ça qu'elle n'a rien dit. Il explique ce qu'il a découvert. Papa avait fait de mauvais investissements il y a quelques années. Des affaires immobilières qui n'ont pas abouti. Laura l'avait poussé à emprunter davantage, en lui promettant des rendements rapides. Les dettes se sont accumulées, et mamie était la seule à en connaître l'étendue. Elle l'avait déjà aidé par le passé, en remboursant discrètement de petites sommes, mais cette fois-ci, c'était trop. Elle soupçonne Laura de manipuler la situation, d'encourager papa à prendre des risques qu'il ne peut pas se permettre. La maison vaut beaucoup d'argent, dit Marcus, et sa police d'assurance désigne ton père comme bénéficiaire, et toi et Ethan ensuite. S'il lui arrivait quelque chose. Puis à toi. Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. J'ai pensé à Ethan. Il n'avait que 28 ans et cherchait encore sa voie. Papa et Laura l'avaient tenu à l'écart des discussions familiales sur le testament. Ils lui ont dit que c'était une affaire d'adultes, mais j'avais vu la façon dont il les regardait, confus, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas, mais qu'il ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Il le contrôle aussi, ai-je dit. Il ne sait rien de tout cela. Marcus acquiesce. Ta grand-mère a parlé de lui. Elle craignait qu'il ne soit pris entre deux feux. Je me suis rassise sur la chaise, le cahier toujours sur mes genoux. Son poids me semblait plus lourd qu'il ne devrait l'être. J'imaginais grand-mère seule dans sa cuisine, versant du thé qu'elle ne pouvait pas croire, écrivant ces mots en secret. Elle avait porté tout cela à bout de bras pour nous protéger. J'ai regardé Marcus. Et si nous pouvions le prouver? Il s'est penché en avant. Il nous faut plus qu'un carnet et un rapport de laboratoire partiel. Il faut les prendre sur le fait ou au moins obtenir des preuves solides. Mais c'est risqué. S'ils soupçonnent que vous êtes sur leur piste, ils agiront plus vite. Je savais ce qu'il voulait dire. Si papa et Laura pensaient que je représentais une menace, ils pourraient essayer de me faire taire de la même manière qu'ils l'avaient fait avec grand-mère. J'ai pensé au papier qu'ils voulaient que je signe, la procuration qui leur donnait le contrôle sur tout. Si je signais, je leur donnais les clés de mon avenir. Et celui d'Ethan. Je ne peux pas laisser cela se produire, ai-je dit. Pas à Ethan. Pas à la mémoire de grand-mère. Marcus m'a étudié un instant. Alors il nous faut un plan. Mais tu dois être sûr de toi. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus revenir en arrière. J'ai acquiescé. J'étais sûr de moi. Il m'a exposé les grandes lignes, je rentrerai chez moi. J'agirais normalement, je ferais semblant d'être encore en deuil et de leur faire confiance. Nous utiliserions ce temps pour rassembler plus de preuves, peut-être mettre en place un moyen de surveiller la maison, ou découvrir ce qu'il y avait d'autre dans les journaux. Grand-mère avait laissé des instructions pour cela aussi, cachées dans l'enveloppe. J'ai ouvert la clé USB de l'ordinateur d'Henri. Elle contenait des fichiers audio. Une voix, faible mais claire, qui enregistrait ses symptômes jour après jour. L'un d'entre eux date de la semaine dernière. Le thé était plus fort aujourd'hui. Je l'ai à peine terminé. J'ai mal à la poitrine. Peyton, si tu entends ça, souviens-toi que je t'aime. Ne les laisse pas gagner. Sa voix s'est brisée à la fin. J'ai refermé le dossier. Les larmes me brûlant les yeux. Henri me regardait. Elle. Je me suis essuyé le visage. Elle l'a fait. Et je vais finir ce qu'elle a commencé. Marcus s'est levé. Alors mettons-nous au travail. J'ai quitté le bureau avec le carnet et le disque dur dans mon sac. La pluie avait cessé, mais l'air était encore lourd. J'ai roulé lentement jusqu'à la maison, l'esprit en ébullition. Papa et Laura m'attendaient. Je devais jouer mon rôle à la perfection. Lorsque j'ai franchi la porte, la maison était silencieuse. Papa était dans le salon et regardait les chaînes. Laura était dans la cuisine. Elle a levé les yeux quand je suis entrée.
Tout va bien, Peyton? J'ai forcé un petit sourire. Oui, j'avais juste besoin de prendre l'air. Elle a acquiescé, mais ses yeux se sont attardés sur mon sac une seconde de trop. Je suis montée à l'étage et j'ai fermé ma porte à clé. Demain, je ferai comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Je suis rentrée dans la maison avec le carnet et le disque dur caché dans mon sac, en essayant de garder un visage calme. Papa était dans le salon, en train de faire défiler son téléphone. Laura est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur une serviette. Elle m'a regardée avec le même sourire prudent. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, j'ai dit. J'avais juste besoin de réfléchir. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pris une grande inspiration. J'ai réfléchi au papier, leur ai-je dit. Je vais les signer. D'abord, faisons quelque chose pour grand-mère. Je veux que nous dînions ensemble ce soir. Lisez son projet de testament. Ensemble, nous parlerons d'elle. Souvenez-vous des bons moments. C'est une bonne idée. Papa a eu l'air surpris, mais il a acquiescé. C'est une bonne idée, Peyton. Elle aimerait ça. Les yeux de Laura se sont légèrement rétrécis. Nous pouvons le faire. De quoi as-tu besoin? J'ai proposé de préparer son plat préféré, du poulet rôti aux herbes fraîches, comme elle le faisait toujours. Nous devrions aller au grand marché du centre-ville. Ils ont les meilleurs produits frais. Je t'accompagne. Papa a tout de suite accepté. Laura hésite. C'est un peu loin. On pourrait aller au magasin du coin. Non, dis-je. Grand-mère disait toujours que c'est la fraîcheur qui fait la différence. S'il vous plaît, faisons-le bien. Ils ont échangé un regard rapide. Papa a haussé les épaules. Il a haussé les épaules. Allons-y maintenant. Nous sommes allés au marché de Seattle, le grand marché avec ses larges allées et ses rayons spécialisés. Il était à environ 40 minutes de la maison. Laura était assise à l'avant et me jetait des coups d'œil de temps en temps. Je faisais semblant de ne pas la remarquer. Une fois à l'intérieur, j'ai pris mon temps. J'ai marché lentement dans le rayon des fruits et légumes en prenant des bottes de romarin et de thym et en les humant. Celui-là sent meilleur, ai-je dit en montrant un paquet. Laura a soupiré mais n'a rien dit. J'ai demandé au vendeur quelles étaient les meilleures herbes pour le rôtissage, puis je me suis dirigée vers le comptoir des viandes. J'ai posé des questions sur le poulet, bio ou fermier, et sur la durée de cuisson. Le vendeur a parlé pendant 10 minutes. Laura a tapé du pied. J'ai continué. À eu rayon des vins, j'ai pris des bouteilles en lisant attentivement les étiquettes. Grand-mère aimait ce cabernet, ai-je dit. Tu penses que c'est le bon millésime? Papa a hoché la tête d'un air absent. Laura consulte sa montre. Nous devrions bientôt rentrer. Encore un peu, ai-je dit. Je veux que ce soit parfait. Je l'ai fait durer près de 2 heures. Laura devenait de plus en plus impatiente, son sourire s'estompait. Papa a essayé de me presser. Mais je trouvais toujours de nouvelles choses à regarder. Lorsque nous sommes partis, le ciel était sombre. Sur le chemin du retour, Laura est restée silencieuse. Elle n'arrêtait pas de me regarder dans le rétroviseur. Lorsque nous nous sommes arrêtés dans l'allée, elle s'est tournée vers moi. Tu as l'air différent aujourd'hui, Peyton. Tout va bien? J'ai souri, j'essaie juste d'honorer grand-mère. Elle n'avait pas l'air convaincue. À l'intérieur, je suis montée dans ma chambre. J'ai vérifié le sac. Tout y était encore. Je savais que l'équipe de Marcus n'avait eu qu'une courte fenêtre pendant notre absence. Ils avaient réussi à installer des caméras dans la cuisine et une dans le coin du salon. Ce n'était pas parfait, seulement 2 angles, mais c'était déjà ça. Le risque était élevé. Si Laura ou papa remarquaient quoi que ce soit d'anormal, c'était fini. Je me suis assis sur le lit, le cœur battant. J'avais gagné du temps. Mais je sentais la tension monter. Laura m'avait suivi des yeux pendant tout le voyage, comme si elle essayait de comprendre ce que je savais. Papa ne semblait pas s'en préoccuper, mais je me demandais s'il avait vraiment compris. J'ai pensé à Ethan. Il m'avait envoyé un texto tout à l'heure pour me demander si j'allais bien. Je n'avais pas encore répondu. Je ne voulais pas le mêler à tout cela avant d'en être sûre,
mais la façon dont papa et Laura le tenaient à l'écart de toutes les décisions familiales m'inquiétait. Ils le contrôlaient aussi à leur manière. J'ai regardé à nouveau le carnet. Les mots de grand-mère me reviennent. Ne les laisse pas te prendre aussi. Je ne les laisserai pas faire. Demain, je jouerai le jeu. Mais ce soir, j'ai fermé ma porte à clé et j'ai essayé de dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un plan. Je suis descendue et j'ai trouvé Laura dans la cuisine. Elle faisait du café. Papa était dehors en train de vérifier le courrier. Je me suis assise à la table et j'ai dit, je suis prête à signer les papiers aujourd'hui, mais assurons-nous d'abord que tout est clair. Je veux qu'on les examine ensemble. Le visage de Laura s'est illuminé. Le visage de Laura s'éclaire. Je vais les chercher. Elle a quitté la pièce et est revenue avec la pile de documents. Nous les avons étalés sur la table. J'ai posé des questions sur chaque page en faisant semblant d'être confus. Qu'est-ce que signifie cette partie sur la prise de décision au nom d'autrui? Ai-je demandé. C'est juste au cas où vous ne seriez pas en mesure de gérer les choses vous-même, a expliqué Laura. Nous interviendrons pour t'aider. J'ai hoché lentement la tête. J'ai hoché lentement la tête. Je veux juste être sûr. Papa est entré et s'est assis. Nous avons parcouru les documents ligne par ligne. J'ai fait traîner les choses en longueur en demandant des explications sur chaque clause. Laura perdait patience, mais elle répondait. Le père semblait soulagé que je coopère. Lorsque nous avons terminé, j'ai signé à l'endroit indiqué. Ma main tremblait un peu, mais j'ai réussi. Là, j'ai dit, c'est fait. Laura a souri. Merci, Peyton. Cela va faciliter les choses. Je me suis levée. Je vais me reposer maintenant. À plus tard. Je suis retournée dans ma chambre. Les caméras étaient en place. Les papiers étaient signés. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'ils passent à l'action. Je me suis réveillée tôt, la maison étant encore silencieuse à l'exception du doux ronronnement du réfrigérateur en bas. Je suis restée au lit quelques minutes, respirant lentement. Préparant mon visage. Lorsque je suis finalement descendue dans la cuisine, papa était déjà parti, probablement en train de faire des courses. Laura était là, en train de rincer la vaisselle d'hier soir. Elle a levé les yeux quand je suis entrée. Bonjour, Peyton. Tu as l'air fatigué. Je le suis, ai-je dit en me frottant le visage et les yeux. Je n'ai pas bien dormi. J'ai pensé à grand-mère. Elle a hoché la tête, l'air compatissant. C'est normal. Tu veux du thé? Je peux lui préparer son mélange d'herbes préféré. Je me suis assise à la table. Oui, s'il vous plaît. Comme elle avait l'habitude de le faire. Laura se tourna vers la cuisinière. Elle a rempli la bouilloire et l'a posée sur le brûleur. Je l'ai observée pendant qu'elle prenait la boîte de feuilles de thé en vrac. La bouilloire a cliqué en chauffant. Elle bougeait lentement, comme si elle essayait d'être prudente. J'ai fait semblant de consulter mon téléphone. Mais mes yeux sont restés rivés sur elle. Lorsque la bouilloire a sifflé, elle a versé l'eau sur les feuilles dans la théière. Puis elle a fait un pas sur le côté, hors de mon champ de vision direct, près du comptoir où se trouvait l'étagère à épices. J'ai entendu un léger tintement, comme si on ouvrait quelque chose de petit. Je me suis levée sans bruit et je me suis dirigée vers l'évier en faisant semblant d'aller chercher un verre d'eau. En passant devant le comptoir, je l'ai vue. Elle tenait une petite fiole de verre à la main et versait une pincée de poudre blanche dans la théière. Ses gestes étaient rapides, exercés. Mon cœur s'est heurté à mes côtes. Je me suis figée une seconde, puis j'ai continué à marcher vers l'évier. Elle ne m'a pas remarqué derrière elle. J'ai rempli le verre, bu une gorgée et suis retournée à la table. Laura est revenue avec la théière et 2 tasses. Elle m'en a d'abord servi une. Voilà, dit-elle en la posant devant moi. Attention. C'est chaud. J'ai entouré la tasse de mes mains, la vapeur s'est élevée en apportant le parfum familier des herbes. Je l'ai porté à mes lèvres, mais ma main a tremblé. Je l'ai baissé à nouveau. Désolée, ai-je dit. Je suis encore maladroite ce matin. J'ai posé la tasse trop vite. Elle a basculé et le thé s'est répandu sur la table et le sol. Laura a fait un bond en arrière. Oh non, je suis vraiment désolée, ai-je dit en me levant. Je suis un vrai gâchis. Peux-tu en faire un autre?
S'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin. Laura a regardé le déversement pendant un moment. Sa mâchoire s'est crispée mais elle a forcé un sourire. Elle se crispe la mâchoire mais se force à sourire. Laisse-moi d'abord nettoyer ça. Elle a pris une serviette et a essuyé la table. J'ai aidé mes mains à trembler pour de bon. Elle a rempli la bouilloire et a recommencé. Cette fois, je suis resté plus près, surveillant chacun de ses mouvements. Elle a repris la fiole quand elle pensait que je ne regardais pas. La poudre a été versée en petite quantité, mais suffisamment. Elle a versé la deuxième tasse et me l'a tendue. Et c'est celle-ci. Je l'ai prise. Mes doigts tremblaient tellement que le thé coulait. Je l'ai porté à ma bouche, assez près pour que la chaleur touche mes lèvres. Pendant une seconde, j'ai pensé que je pourrais le boire juste pour voir si elle m'arrêterait. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai reposé lentement. Merci, Laura, ai-je dit. Je vais le boire à petites gorgées dans un instant. Elle m'a regardé pendant un long moment. Tu es sûre que ça va? Oui, ai-je dit. Je suis juste fatiguée. Je me suis rassise. La tasse fumait devant moi. Je savais que Marcus regardait à travers la caméra dans le coin de la cuisine, mais l'angle était limité, une vue claire du comptoir, mais pas parfaite. Et si elle avait été plus rapide, ou si je n'étais pas intervenu? Les preuves n'auraient peut-être pas été suffisantes. Le risque me semblait trop élevé. Un seul faux pas et tout pouvait s'écrouler. Laura est retournée à l'évier pour rincer la théière. J'ai regardé la tasse. Le thé avait l'air innocent, mais je savais que c'était mieux maintenant. Mes mains tremblaient encore. J'ai pensé à grand-mère, au nombre de fois où elle s'était assise à cette même table pour boire ce en quoi elle n'avait pas confiance. Il fallait que j'en finisse rapidement. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'au salon. Papa était de retour, assis sur le canapé. Il a levé les yeux. Tout va bien? Oui, j'ai dit. Je prends juste un peu de thé. Il a hoché la tête et est retourné à son téléphone. Je me suis assise en face de lui. Laura est entrée une minute plus tard, portant sa propre tasse. Elle s'est assise à côté de papa. Tu devrais le boire avant qu'il ne refroidisse, a-t-elle dit. J'ai repris la tasse. Ma main tremblait. Je l'ai approchée, faisant semblant de souffler dessus. Puis je l'ai reposée. En fait, je pense que je vais attendre un peu. Je n'ai pas très bon estomac. Le sourire de Laura se crispe. Comme vous voulez. Je suis restée là un moment, à ne parler de rien, ni des voisins, ni d'autre chose pour combler le silence. Papa semblait détendu. Laura ne cessait de jeter un coup d'œil à ma tasse. Je savais qu'elle attendait que je la boive. Et la caméra a tout filmé, mais l'angle n'était pas idéal. Marcus m'avait prévenu. Si la poudre n'était pas clairement visible, elle risquait de ne pas tenir. Je devais m'assurer qu'il recommence ou trouver un moyen d'obtenir de meilleures preuves. J'ai pensé à Ethan. Il était à l'étage, probablement en train de dormir. Je ne l'avais pas vu depuis hier soir. Je me demandais s'il savait quelque chose. Papa et Laura l'avaient tenu à l'écart de tout. Lui avait dit que le testament était privé. Mais il faisait aussi partie de cette famille. Je me suis excusée et je suis montée à l'étage. La porte d'Ethan était fermée. J'ai frappé doucement. Il l'a ouverte, l'air endormi. Il m'a dit, « Eh, tu vas bien? » Oui, j'ai dit. Je vérifiais juste que tout allait bien. Il s'est frotté les yeux. Maman et papa sont bizarres. Ils n'arrêtent pas de me demander si je t'ai parlé des papiers. J'ai hoché la tête. Ils me poussent à signer des trucs. Je m'en occupe. Ils froncent les sourcils. Quel truc? Rien d'important, ai-je menti. Juste des trucs de famille. Il n'avait pas l'air convaincu, mais il n'a pas insisté. Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide. Je l'ai serré dans mes bras. Je le ferai. En bas, Laura m'attendait. Tu devrais boire ton thé, dit-elle. Cela t'aidera à te détendre. Je l'ai repris. Cette fois, j'ai fait semblant de boire une gorgée. Le liquide a touché mes lèvres. Mais je n'ai pas avalé. Je l'ai reposé. Le goût n'est pas très agréable, ai-je dit. Le visage de Laura a changé pendant une seconde, puis elle a souri. C'est peut-être le nouveau mélange. J'ai acquiescé. Peut-être.
Je savais que la caméra l'avait filmé. Mais le risque était toujours là. Un pas de plus et je pourrais en finir. Je me levai de la table, mes mains étant désormais stables malgré les battements de ma poitrine. Le thé est resté intact devant moi. Laura m'a observé attentivement, son sourire s'est éteint. Papa a levé les yeux de son téléphone, confus. Grand-mère savait tout, ai-je dit. Ma voix est claire. Elle a laissé un carnet et des échantillons. Elle savait ce qui se passait. Le visage de Laura est devenu pâle. Le père s'est figé. Peyton, de quoi tu parles? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application que Marcus avait créée. Le flux en direct de la caméra de la cuisine est apparu. J'ai tourné l'écran vers eux. Regarde ça. La vidéo montrait Laura au comptoir tout à l'heure, la fiole à la main, la poudre blanche tombant dans la théière. C'était assez clair, l'angle captait parfaitement ses mouvements. Laura a eu le souffle coupé. Le père fixait l'écran, son visage se vidant de ses couleurs. Laura recula d'un pas. Ce n'est pas. Je ne l'ai pas fait. Daniel, dis-lui que ce n'est pas ce que tu crois. Le père n'a pas parlé. Il a continué à regarder la vidéo, la bouche ouverte. J'ai continué. Elle a tout noté. Les symptômes, le goût amer, la façon dont vous agissiez tous les deux. Elle savait que vous vouliez la maison, l'assurance, tout. Les yeux de Laura se tournent vers papa. Daniel, dit quelque chose. Et elle m'a finalement regardé. Peyton? Je ne savais pas. Je le jure. Laura a ri. D'un son aigu et paniqué. Il ment. Il a tout planifié. J'ai accepté parce qu'il m'a menacé. Papa secoue la tête. Non. Laura s'est arrêtée. Je ne les ai pas laissés discuter. Les papiers que tu m'as fait signer. Ce n'était pas une simple procuration. C'était une directive de fin de vie qui vous donnait le droit de prendre des décisions médicales pour moi si j'étais incapable. Tu voulais me déclarer inapte, prendre le contrôle et m'exclure de l'héritage. Laura s'est jetée sur le téléphone. Éteignez-le. Je l'ai retiré. C'est trop tard. Les images sont déjà enregistrées et la police les regarde en ce moment même. À ce moment-là, les portes avant et arrière se sont ouvertes. Des officiers en uniforme se sont précipités à l'intérieur, armes au poing. Police. Main en l'air. Laura a crié et s'est laissée tomber par terre, les mains sur la tête. Le père lève lentement les bras, les yeux écarquillés. 2 policiers ont d'abord menotté Laura. Elle n'arrêtait pas de crier. C'est lui. C'est lui qui m'a fait faire ça. Papa n'a pas résisté. Il m'a juste regardé, brisé. Patine. Je suis désolée. Je n'ai pas répondu. Ethan a descendu les escaliers en courant, les cheveux en bataille à cause du sommeil. Il s'est arrêté en bas, regardant le chaos. Qu'est-ce qui se passe? Un officier l'a retenu doucement. Reste ici, mon fils. Ethan m'a regardé. Patine, que se passe-t-il? Je me suis approché de lui. Ils ont fait du mal à grand-mère. Ils ont essayé de me faire du mal à moi aussi. Son visage s'est décomposé. Non point papa n'a pas pu croiser son regard. Les officiers ont lu leur droit. Laura n'arrêtait pas de blâmer papa, d'une voix stridente. Papa est resté silencieux, la tête baissée. Alors qu'il les conduisait vers la sortie, Ethan m'a attrapé le bras. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais rien. Je l'ai cru. Il avait été tenu dans l'ignorance. Tout comme grand-mère voulait le protéger. La maison s'est remplie de photos d'activités de la police, de déclarations de sacs de preuves. Marcus est arrivé plus tard, en coordination avec les inspecteurs. Il m'a fait un petit signe de tête. Tu t'es bien débrouillé. Je ne me sentais pas bien. Je me sentais vide. Ils ont emmené papa et Laura. Ethan s'est assis avec moi sur le canapé pendant que les officiers travaillaient. Il pleurait doucement. Je lui ai tenu la main. Lorsque le dernier policier est parti, la maison est redevenue silencieuse. Ethan m'a regardé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous nous en sortons. Ensemble. Mais je ne peux plus rester ici. Il a hoché la tête.
Je comprends. J'ai fait mon sac cette nuit-là. J'ai quitté la maison le lendemain matin. Je ne me suis pas retourné. Des mois plus tard, la salle d'audience de Seattle semblait plus froide que le cimetière où nous avons enterré Grand Ashmer. Et la voix du juge résonne dans la salle lorsqu'il lit la sentence. Daniel Ellis est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour son rôle de principal orchestrateur. Laura a bénéficié d'une réduction de peine en raison de preuves moins directes et de sa coopération à l'enquête. Les chefs d'accusation portaient sur le fait d'avoir causé des dommages ayant entraîné la mort de grand-mère et sur le complot visant à me nuire. Et la salle d'audience était silencieuse, à l'exception des doux sanglots de quelques membres de la famille au fond de la salle. Ethan était assis à côté de moi et me tenait fermement la main. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis l'arrestation. J'ai regardé papa une dernière fois alors qu'il l'emmenait. Il ne s'est pas retourné. Laura a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, les yeux rougis, mais j'ai détourné le regard. Il n'y avait plus rien à dire. Après l'audience, Ethan et moi sommes sortis ensemble. La pluie s'était arrêtée, laissant le ciel gris et lourd. Il s'est arrêté sur les marches du palais de justice. Pathéon, je suis désolé. J'aurais dû le voir. Tu ne savais pas que j'avais dit ça. Aucun de nous ne le savait. Grand-mère nous a protégés tous les deux. Il a hoché lentement la tête. Et maintenant? J'ai respiré. Je déménage à Portland. J'ai besoin d'espace. Je garde la maison. Et la maison de grand-mère, mais je ne peux plus y vivre. Pas avec tout ce qui s'est passé. Et elle baisse les yeux. Est-ce qu'on peut encore se parler? Pas tous les jours, mais parfois. J'ai hésité. Puis j'ai acquiescé. Contact minimal. Pas de visite. Mais oui, nous pouvons parler. Tu es mon frère. Cela ne change pas. Il m'a serré fort dans ses bras. Merci. J'ai conduit jusqu'à la maison de grand-mère cet après-midi-là. Les clés étaient lourdes dans ma main. J'ai traversé les pièces, touchant les meubles qu'elle aimait, la théière sur la cuisinière, les albums de photos sur l'étagère. La maison était calme. Mais elle n'était pas vide. C'était un endroit qui avait besoin d'une nouvelle raison d'être. J'ai décidé d'en faire un refuge pour les femmes fuyant les violences domestiques. J'ai travaillé avec des organisations locales pour l'aménager, des chambres pour des séjours de courte durée, un espace de conseil dans le salon, un jardin à l'arrière où elle pourrait s'asseoir et respirer. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour le financer. C'est ce qu'aurait voulu ma grand-mère. Elle a toujours dit que la maison était destinée à abriter des gens, et pas seulement à conserver des souvenirs. J'ai déménagé à Portland quelques semaines plus tard. J'ai trouvé un petit appartement près de la rivière. C'était simple et tranquille. J'ai commencé un nouveau travail dans une association à but non lucratif, où j'aidais les familles en difficulté à planifier leurs finances. Chaque jour était un peu plus facile que le précédent. Je ne parle ni à papa ni à Laura. Le tribunal a ordonné qu'il n'y ait aucun contact, et je ne me suis pas opposé à cette décision. Ethan appelle parfois, de courtes conversations sur sa vie, son travail, rien de profond. Nous sommes prudents. Nous essayons. J'y pense encore à grand-mère tous les jours. Elle s'est battue en silence pour nous protéger. Elle les a protégés. Elle avait raison. La cupidité peut détruire une famille. Elle peut transformer des gens que vous aimez en étrangers. Mais la vérité trouve toujours un moyen de sortir, même quand elle fait le plus mal. Parfois, la chose la plus courageuse à faire est de s'éloigner, pour se protéger. Pour honorer ceux qui se sont battus pour vous et pour construire quelque chose de meilleur à partir des morceaux laissés derrière. J'y garde la théière de grand-mère sur mon étagère. Elle me rappelle que certaines choses valent la peine d'être sauvées, et que d'autres valent la peine d'être abandonnées.
noise cancelling headphones. I'll block out everything that isn't the brain melter. Give your brain a moment to just really